parler du rapport de l'ONG Reporters sans frontières, nous sommes en direct de Dakar avec Sadibou Marong, directeur du bureau de RSF pour l'Afrique subsaharienne. Bonsoir et merci d'être avec nous. Pourquoi avez-vous documenté et publié ce document au sujet des menaces qui planent sur la liberté d'informer au Sahel ? Merci beaucoup, bonsoir. Ce document entre dans le cadre de notre campagne lancée en 2022, intitulée la campagne Sauver le journalisme dans le Sahel. Et l'objectif était fondamentalement de fédérer la résistance pour que le Sahel, cet espace géographique, ne soit pas un peu l'un des plus grands trous noirs de l'information en Afrique ou dans le monde. C'est dans le cadre de cette campagne-là que nous avons publié ce 3 avril ce rapport-là qui est le fruit d'une enquête de terrain, de collecte d'informations et de visites dans les pays cibles autour de cette campagne-là et qui nous permet un peu de documenter des exactions, qui nous permet également de révéler qu'être dans la peau d'un journaliste au Sahel, c'est fondamentalement devoir faire face à des menaces de bandes armées de plus en plus radicales et qui n'hésitent pas à enlever, qui n'hésitent pas également à assassiner, qui n'hésitent pas également à détruire des radios communautaires, notamment dans les zones où ces bandes armées-là sont, notamment les zones nord, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, au Niger, où de plus en plus, les bandes armées également donnent des injonctions aux animateurs et aux journalistes des radios communautaires à qui elles demandent de diffuser des prêches au lieu de la musique, par exemple. Dans ce rapport, vous soulignez une triple menace. Première d'entre elles, vous venez d'en parler, les groupes armés. Vous titrez même la terreur des bandes armées. Concrètement, comment s'exerce cette terreur ? C'est comme je l'ai dit, en fait, elles occupent l'espace très armés et puis également font des enlèvements de journalistes, comme c'est le cas d'Olivier Dubois, dont la libération a été saluée pratiquement par tout le monde entier. Mais malheureusement également, il y a dans le contexte malien 2 autres journalistes, comme ça a été dit dans le reportage, Amadou Nialibouli et Moussa Manadiko, qui sont toujours portés disparus. Les menaces, c'est également les menaces des bandes armées, c'est également un peu des contextes où elle n'hésite pas même à remettre en cause les clubs d'écoute mis en place dans certains villages reculés où traditionnellement, pour écouter des émissions, cela se faisait en groupe et pour appeler dans les émissions-là et les bandes armées appellent les animateurs des émissions pour les terroriser, pour les menacer. Et finalement, la réalité est que beaucoup d'entre ces animateurs, ces radios communautaires et ces journalistes s'étaient obligés un peu de quitter ces lieux-là pour des questions de sécurité et se retrouvent dans des endroits beaucoup plus sécurisés. Malheureusement, quand certains d'entre eux se retrouvent dans des endroits beaucoup plus sécurisés, ils n'ont plus de travail parce qu'ils trouvent le marché du travail déjà occupé par d'autres. Et finalement, même dans certains contextes, se retrouvent dans des camps de déplacés où ils deviennent carrément des déplacés internes. Ça également, c'est la réalité des forfaits des bandes armées. Ce rapport indique qu'au Tchad, au Burkina Faso ou encore au Mali, la dégradation de la situation des médias est exacerbée par l'arrivée des militaires au pouvoir. En quoi ces autorités représentent-elles, selon vous, des obstacles pour la liberté d'informer ? Il arrive souvent que dans les ripostes contre les bandes armées, que les autorités, notamment les jeunes, que ce soit au Mali, au Tchad ou au Burkina Faso, fassent un peu un exercice vraiment très inconsidéré de la force. Et dans ce dispositif-là, elles vont jusqu'à commettre des violations flagrantes des droits humains, comme la vidéo analysée et révélée par Libération l'a expliqué. Donc il y a beaucoup de violations des droits humains que les ripostes aux bandes armées charrient. Et cela, généralement, les jeunes ne veulent pas que les médias, notamment les médias indépendants, les médias libres, les médias internationaux, fassent des enquêtes pour les révéler. Et c'est la raison pour laquelle elles mettent en place des tentatives de restriction de l'espace, par exemple,
pour les accréditations qui sont devenues pratiquement vraiment opaques et pour les suspensions également de chaînes, comme c'est le cas de RFI et de France 24, et maintenant les expulsions carrément des journalistes, notamment des journalistes des médias internationaux. Sadibou Marong, en conclusion de ce rapport, RSF émet un certain nombre de recommandations. Quelles sont-elles ? Nous pensons que les ripostes, nous pensons fondamentalement que la complexité, disons la gestion complexe des attaques terroristes et la riposte des armées régulières ne saurait être un motif fondamentalement pour violer le droit à l'information et la liberté de la presse. Et c'est la raison pour laquelle nous recommandons, par exemple, à la CEDEAO, pour l'essentiel, au moins 3 des pays ciblés dans ce rapport-là sont des pays membres de la CEDEAO et la CEMAC également, d'élaborer un peu des codes de conduite communautaires sous-régionales pour la sécurité des journalistes. Ça, c'est extrêmement important. Nous demandons également un peu la mise en place un peu des dispositifs de fiabilité de l'information. Comment faire pour promouvoir la fiabilité de l'information à travers un instrument que RSF a mis en place depuis 2018, qui est la JTI, des standards de normes pour avoir des informations de qualité et des informations dignes de confiance. Ça également, c'est deux au moins parmi les recommandations de notre rapport. Sadibou Marong, merci d'avoir répondu à nos questions.